Bonsoir, maître Antoine Wey. Bonsoir. Vous êtes donc l'avocat des deux rugbymen, des deux jeunes internationaux de 21 ans mis en cause cet été, ou plutôt accusés cet été de viol, en marge d'une tournée du 15 de France en Argentine. Vous souhaitez vous exprimer ce soir. Où en sommes-nous de la procédure et que souhaitez-vous dire ? Je souhaite rétablir un petit peu certains équilibres parce qu'on est dans une phase déterminante de la procédure, c'est-à-dire la fin de l'enquête. Et hier, leur avocat argentin a présenté une demande visant à obtenir un non-lieu et un retour en France. Ce retour en France, il est espéré évidemment par les deux joueurs, par leur club, par les familles qui ont vécu le mois qui vient de s'écouler avec beaucoup d'angoisse et beaucoup de difficultés. La réalité, c'est que dans ce dossier, et c'est assez rare de voir un dossier de cette nature, il y a eu énormément de fake news, énormément de diffusion d'informations qui n'étaient jamais étayées, jamais clairement précisées. C'est juste que je vais me permettre en introduction de rappeler les faits pour ceux qui n'ont pas suivi cette affaire. On est donc effectivement le 6 juillet dernier, la France s'impose contre l'Argentine, en Argentine. Donc le 15 de France va fêter ça dans la foulée, dans un bar, soirée arrosée. Ça commence vers 23h. Certains joueurs poursuivent la soirée en boîte de nuit. Et c'est là que les fameux joueurs inculpés dans cette affaire, Hugo Oradou et Oscar Jegou, rencontrent la plaignante. C'est une Argentine de 39 ans. Elle va rentrer en taxi ce soir-là avec Hugo Oradou jusqu'à son hôtel, jusqu'à sa chambre. Une heure après, ils sont rejoints dans la chambre par Oscar Jegou. Au cours de cette nuit, la jeune femme dit, elle, avoir subi viol et violence de la part des deux hommes. Eux reconnaissent les relations, mais affirment qu'elles étaient consenties. À ce stade, ils sont donc tous deux inculpés de viol aggravé en Réunion. Ils ont été mis en examen le 12 juillet. Vous avez donc demandé un non-lieu. Une audience pourrait avoir lieu dans les prochains jours pour examiner cette demande. Cela a été repoussé en raison d'une tentative de suicide de la plaignante. Et vous le disiez, donc les deux joueurs ont récupéré leur passeport. Ils sont en liberté, mais ils doivent rester en Argentine. Et hier, ils ont pu donc quitter Mendoza pour se rendre à Buenos Aires. Oui. Enfin, il y a une décision qui a été rendue entre-temps qui les a remis en liberté. Oui. Et dans cette décision, le parquet, qui, lui, a tous les éléments de l'enquête, qui s'est quand même déroulé, qui a permis d'entendre des dizaines de témoins, de saisir les vidéosurveillances, de conduire des expertises médicales, de conduire des expertises psychologiques et psychiatriques des deux joueurs, pas de la plaignante parce qu'elle n'y s'y est pas présentée. Ce magistrat a décidé de les remettre en liberté en disant quoi ? Dans ce dossier, il y a énormément d'incohérences au niveau du récit de la plaignante. Énormément d'incohérences. Ça, c'est ce que disent les magistrats argentins. Les magistrats argentins. Et ils ont rendu une décision qui est publique et qui rappelle que s'ils décident d'abord de ne pas les mettre en détention, puisque c'était ça qui aurait pu leur arriver, mais surtout de les remettre en liberté, c'est parce que le récit de la plaignante n'est pas cohérent. Deuxièmement, ils avaient un acte d'enquête à réaliser, c'était il y a 15 jours, qui était l'expertise psychiatrique psychologique de la plaignante, qui est un acte absolument normal dans ce type d'enquête. Et plusieurs fois, la plaignante ne s'est pas présentée à cet acte, donc l'enquête n'a pas pu être clôturée. Cependant, aujourd'hui, tous les éléments objectifs disculpent les deux joueurs, et c'est vrai que c'est très dur pour eux parce que la façon dont cette affaire est médiatisée laissera de toute façon, quelle que soit la décision de la justice argentine, une trace sur eux. Notamment, et c'est pour ça qu'il faut quand même mettre les choses à part. Pour l'instant, il n'y a pas eu de décision de justice. Non, on peut imaginer que cette affaire laisse également une trace chez la plaignante. Bien sûr qu'elle laisse des traces chez les belligérants, mais enfin, en l'occurrence... Elle a écrit une lettre avant sa tentative de suicide. Je vais juste préciser ce qu'elle écrit. Elle dit « Je subis une pression psychologique que je n'aurais jamais imaginée. Cela m'a enlevé la volonté de vivre. J'espère qu'ils pourront, les deux joueurs évidemment, dormir paisiblement en regardant les visages de leurs femmes, filles et petites filles. Ils ont ruiné ma vie. Ils ont manipulé la presse sans pitié pour que cela entraîne une condamnation contre moi. » Donc finalement, elle aussi dénonce un certain traitement médiatique. D'une certaine façon, si vous voulez, les joueurs, ils n'ont pas cherché la médiatisation, ils n'ont pas cherché à être accusés et ils ont répondu à toutes les questions qu'on leur a posées. Si les éléments objectifs n'étaient pas disculpants, on attendrait sans rien dire en disant, voilà, on est présumé innocent, mais tout de même. Là, en fait, les éléments sont disculpants. Quels sont les éléments justement qui les disculpent ? Je vous donne un exemple, c'est qu'aujourd'hui, la presse argentine a fait filtrer des photos du corps de la plaignante. Et ça fait déjà un mois que ces photos sont dans le dossier. Elles sont évidemment sorties parce que l'avocate de la plaignante les a données à la presse. Il ne faut pas chercher d'où elles viennent. Et ils tendent à utiliser ces photos pour dire, regardez, il y a eu des violences. Or,
Il existe dans le dossier depuis un mois un rapport médico-légal qui dit clairement qu'il n'y a pas eu de violence, que les lésions qui sont constatées ne sont pas des blessures. Donc on a entendu pendant un mois qu'il y avait des blessures, sous-entendu il y a des violences. Et il dit les choses clairement. Il dit d'abord la plaignante a donné un récit des faits le soir où elle est allée déposer plainte qui n'est pas compatible avec les lésions qu'on observe. Il n'est pas compatible parce qu'elle dit qu'elle a été traînée sur le sol, asphyxiée, strangulée et battue. Or, il n'y a pas de trace de strangulation. Elle n'a pas pu être tirée sur le sol sans que ça laisse de marque et elle n'a pas été battue. C'est ce que le rapport d'expertise vient dire. Le parquet qui lit ça dit c'est incohérent avec la déposition qui est faite de la plaignante. Deuxième élément, on demande à l'expert médical, les marques que vous voyez sur la photo, sont-elles compatibles avec des coups de poing, des gifles? Il répond non. Est-ce qu'ils sont compatibles avec des violences? Il dit c'est pas possible de le savoir parce qu'on ne peut pas savoir si ces marques ont été causées avant, pendant ou après les faits. Et troisièmement, on a découvert 15 jours plus tard que la plaignante était atteinte d'une maladie qu'elle n'avait pas révélée à l'expert, ce qui est quand même un peu étonnant. Et cette maladie, comme d'ailleurs elle n'a pas remis son téléphone portable, et cette maladie fait que son sang coagule pas. Et donc des marques, et c'est ce qu'avait dit l'expert très clairement, peuvent provoquer des lésions fortes. Si bien que, en fait, ce qui est gênant, c'est que tout le monde commande ces éléments en disant c'est très grave, quand il y a une victime, c'est très grave. Mais on est tous d'accord avec ça. C'est pas des oppositions en disant on est contre les victimes. Par contre, il existe aussi des plaignantes qui ont des récits incohérents et des plaignantes qui se plaignent de faits qui n'ont pas existé. Selon vous, elle ment de A à Z ou elle exagère les faits? Mais est-ce qu'on peut quitter le vocabulaire elle ment, on n'a pas de respect? En fait, il y a des éléments qui sont dénoncés à la justice qui n'ont pas pu se produire. Ces violences ne se sont pas produites. Il y a 2 garçons qui sont innocents, qui sont en Argentine, qui souffrent aussi un calvaire. Et ce que je demande juste, c'est que dans le débat public, qui colle quand même à leur image, parce qu'ils vont rentrer en France, ils veulent reprendre le rugby, on puisse ne pas confondre ce qui est une marque avec une blessure. Ne pas dire qu'il y a des éléments qui établissent des violences quand l'expert du dossier dit qu'il n'y en a pas. Et rappeler qu'il n'y a pas eu de viol dans ce dossier. Voilà. Ça, maître, c'est la justice argentine qui statuera. Vous pressentez, pas de pronostic ici, mais vous pressentez qu'elle se dirige vers une décision qui serait de nature à innocenter les 2 rugbymen français? C'est précisément la raison pour laquelle, depuis quelques jours, il y a tous ces éléments qui sortent dans la presse argentine, qui sortent d'une origine depuis tout le temps. C'est l'avocate de la plaignante, qui, dès le premier soir, si vous voulez, a fait une déclaration retentissante. Moi, je ne comprends pas qu'on se plaigne à la fois de la médiatisation et qu'on fasse toute la journée de la médiatisation. Donc nous, on a un travail de rééquilibrage à faire, mais certainement pas un travail de commentaire de ce qu'on pense du dossier. Le dossier, on est obligé, si vous voulez, de le commenter pour rétablir des équilibres. Pourquoi? Parce que si on ne le fait pas, va s'installer l'idée qu'ils sont peut-être coupables, va s'installer l'idée qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Or, aujourd'hui, ce sont 2 gens, et je le dis comme je le pense, je connais le dossier, je l'ai vu, ce sont 2 gens qui sont innocents des faits pour lesquels ils sont accusés. Il n'y a aucune chance qu'une autre pièce soit apportée à ce dossier, ou ça peut encore arriver? Ça fait 1 mois et demi que nous, on a apporté toutes les pièces qu'on pouvait apporter. Les téléphones ont été saisis, les témoins ont été entendus, les vidéosurveillances sont absolument criantes. Il y a des saisies d'audio qui sont commentées par le parquet. Il y a un audio qui a filtré en Argentine, d'ailleurs. Un audio du téléphone de la plaignante, oui. Et le parquet dit, pas moi, le parquet dit c'est difficilement explicable si elle a été victime des faits dont elle se plaint. Voilà. Parce que c'est un ton enjoué, c'est ce qu'ils disent. Et à partir de là, c'est très difficile d'avoir un récit clair, parce que tout le monde a envie de se poser la question de pourquoi cette femme viendrait-elle dire quelque chose qui ne s'est pas produit. C'est la question toujours. Mais là, dans ce dossier, plus que dans tout autre, les éléments objectifs qui sont entrés au dossier sont en train de disculper nos joueurs. Précisément, dans quel état d'esprit sont vos clients? Là, maintenant, si vous voulez, ils sont dans un état d'esprit qui fait qu'on attendait une décision leur permettant de rentrer dans leur club, de reprendre leur vie, de retourner dans leur pays. La semaine dernière. On a attendu mardi que la plaignante se présente à ses expertises pour que finalement le dossier puisse se clôturer. Aujourd'hui, on doit encore attendre. Et c'est vrai que pour eux, c'est très difficile. C'est pas évidemment des gens qui ont déjà connu la justice, c'est des gens qui étaient partis pour faire un match de rugby. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'ils ont une certaine impatience à pouvoir établir leur innocence sur des critères judiciaires objectifs et surtout à rentrer dans leur pays avec quand même la marque de leur innocence et pas la marque d'une prétendue culpabilité. On sent un certain empressement de l'avocat que vous êtes, de ces 2 rugbymen français, d'ouvrir la voie, le chemin vers l'aéroport de Buenos Aires pour qu'ils reviennent en France. Mais aujourd'hui, c'est quand même difficile
tant qu'il n'y a pas de décision de justice très claire à l'endroit de ces accusations de viol, c'est très difficile de faire rentrer ces si vous avez deux innocents, si vous voulez, oui. ils ont donné tous les éléments à la justice et que la justice a travaillé pendant 1 mois et demi pour établir que tous les éléments qu'ils disent sont vrais, c'est vrai qu'on a envie qu'ils rentrent en France et on a envie qu'ils puissent reprendre leurs activités. Si c'était des gens à qui il était arrivé quelque chose, je ne vous aurais pas tenu le même discours. Mais aujourd'hui, c'est très dur pour eux. Reprendre le chemin de l'entraînement dans les jours qui viennent, une fois rentrés en France. De haut niveau, vous comprenez, c'est des gens qui sont jeunes, ils ont besoin de jouer. C'est pas des carrières rugbyman où on peut se dispenser de louper une saison parce que il nous est arrivé une injustice. Non, mais ils pourraient avoir besoin d'une période de transition. C'est des gens qui sont très structurés. D'ailleurs, c'est ce que l'expertise psychologique dit. C'est des gens qui sont très structurés. C'est des sportifs de haut niveau. C'est des gens qui savent exactement comment gérer ces difficultés. Mais il ne faut pas que la difficulté dure trop longtemps. Et il faut qu'ils puissent rentrer dans leur club. Leur club les soutient parce que leur club les connaît. Les familles les soutiennent. Et c'est très important maintenant qu'on ait cette dernière phase et que cette phase puisse être gérée sans justement ce combat médiatique qui ne sert à personne. Ni la justice, ni les joueurs, ni la plaignante. Merci, affaire à suivre. Merci, Maître Antoine Weil, d'être venu nous voir.